Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous dans cette production. Je crois que vous êtes déjà habitués avec ces nouveaux programmes. Chaque lundi désormais à l'offensive et devant vous à partir de 21h40, rediffusion le lendemain mardi sûrement à 9h. Ce soir nous revenons pour échanger. Ça sera un échange effectivement mais à l'offensive sur plusieurs questions d'actualité qui dominent d'ailleurs. On ne sait pas, on va laisser de côté quelles questions. Nous serons dans l'obligation de ramasser pratiquement toutes les questions. Mais ça va se passer autour de trois thématiques principales. D'abord, on va partir de l'allocution du chef de l'État. Vous le savez, il était à Dar es Salaam, oui, avec ses pairs à la SADC. Et le chef de l'État a parlé, il a fait mention effectivement à la question liée à la sécurité dans la partie est du pays. Pour Félix Tshisekedi, c'est une question collective maintenant. Il faut que les États se mettent ensemble pour éradiquer les groupes armés qui opèrent dans la sous-région. Est-ce qu'un aveu de faiblesse que le chef de l'État voudrait bien camoufler? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le FARDC en elle seule est incapable de défendre le territoire national et qu'il faut faire appel au Rwanda, aux pays limitrophes? On en parle ce soir dans cette émission, effectivement, avec la gestion des ambitions dans cette période où tout le monde attend la publication du gouvernement. C'est tout le monde pratiquement qui veut être au gouvernement. Personne ne veut rester dehors. Et nous craignons effectivement les frustrations qui pourront accoucher de l'inconstance, des départs au sein de partis politiques, et on va chuter avec l'investiture du gouvernement Ilunga. Cette investiture doit-elle se faire sur un fond de divergence tel qu'on le constate aujourd'hui? Tout le monde veut avoir un droit de regard sur la liste de l'autre et il faut modifier la monture à tout moment. Est-ce qu'il faut aller prendre les risques d'envoyer Ilunga son équipe devant le parlementaire avec une telle divergence? On en parle ce soir avec, moi je l'appelle toujours président Norbert Yamba, cadre d'élite de PES. Président, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci bien pour l'invitation. Ça va faire 3 semaines, hein, je crois qu'on était avec vous sur ce plateau. Tout à fait. J'entendais ton coup de signal. Aujourd'hui, comme tu m'as fait signe, je suis là. Je suis là justement pour que nous puissions échanger sur ces questions d'actualité. Mais le chef de l'État a-t-il été convaincant, selon vous, dans son allocution à Dar es Salaam? Oui, le chef de l'État a toujours été convaincant. Il ne faudrait pas effectivement que les gens prennent ça comme une déclaration de fanatisme. Ah non, parce que les pistes de solutions qui ont été données ont été très convaincantes. Vous savez, John, la crise dans notre pays, j'allais dire l'insécurité, la recrudescence de la violence est le résultat d'une certaine convergence d'intérêts. Convergence d'intérêts entre 3 pôles. Il y a le pôle international, qui visiblement est animé par des multinationales qui prennent véritablement les responsabilités autour des intérêts dans notre pays. Il y a aussi, n'est-ce pas, nos voisins qui jouent véritablement le rôle de sous-traitants. Et puis vous allez avoir des acteurs internes. Des acteurs internes qui sont des Congolais, des compatriotes, qui vivent véritablement de cette complotation et qui laissent intérêt fertile même des graines pourries bien germées. Vous l'avez compris aujourd'hui, sous Kabila, ce n'était pas la même compréhension sur la question de la sécurité à l'extérieur. Non, il faut aller à Goma, il faut à Butembo, à Beni, à Bukavu, dans tous ces endroits-là, vous allez voir quand même telle ou telle personne qui n'a pas responsabilité, mais qui visiblement nous a construit des bâtisses incroyables, etc. Tout le monde est dans les commerces, dans le business. C'est donc une guerre qui beaucoup de gens trouvent des dividendes. Je voudrais insister, lorsque le président estime qu'il faut une solution collective, je vous ai parlé des différents acteurs qui interviennent et qui entraînent. Je vous ai également parlé que le Congo est voisin de 9 pays. Et quand tout est en de cause, chaque pays a soit des rebelles dans l'autre pays,
Et chaque pays a des intérêts à Nous, on n'a défendre. pas des rebelles ailleurs. Bien entendu, nous n'avons pas de rebelles ailleurs. Et donc, les gens ont trouvé véritablement cette situation de non-État, Nous je sommes le le dirais. plus faible de tous les États de la sous-région. Nous ne sommes pas les plus faibles, mais nous sommes victimes d'une programmation délibérée d'un certain nombre d'acteurs, à la fois internationaux, sous-régionaux et nationaux. Et nous sommes victimes. Et lorsque vous voyez que les externes trouvent une sorte d'adhésion des internes, et ça devient un danger public. Et c'est justement ça qui, véritablement, afin que notre pays soit dans cette situation de déliquescence. Mais aujourd'hui, il me semble que nous sommes en train de sortir de la logique de complotation où les responsables internes s'éloignent de plus en plus véritablement de cette complotation et prennent la boussole comme pour demander aux uns et aux autres qui véritablement sont responsables de cette situation de travailler dans la perspective de pouvoir construire des passerelles, des synergies gagnantes de manière que le calme revienne. Mais notre armée, est-ce qu'on a une armée efficace qui peut prendre en charge seule cette question? Vous savez, l'armée, le Congo, vous savez, en termes de nombre de militaires, le Congo-Kinshasa dépasse de loin. Nous sommes à 140 000, en tout cas si je ne m'abuse. Mais le Rwanda n'a que 20 000 militaires. Vous voyez. Et donc, nous pouvons faire mieux que le Rwanda. Il n'y a pas longtemps, lorsqu'on a présenté les top 10, ce pas des pays le plus... oui, nous étions parmi les 10. Nous étions parmi les top 10. Oui. Et qu'est-ce qui explique que les pays voisins, qui véritablement n'ont pas la même taille que nous, n'ont pas le même capacité que nous, puissent véritablement nous déstabiliser. Qu'est-ce qui nous manque? Eh bien, écoute, c'est pourquoi je vous dis que lorsqu'il y a un système de complotation qui permet de construire des passerelles informelles avec ce qu'on appelle généralement des sous-traitants, parce que, croyez-moi, même tous ces voisins-là ne sont que des sous-traitants. Mais vous pensez que la solution collective va étouffer ce que vous évoquez en termes d'inquiétude? Aujourd'hui, les Africains sont en train de prendre conscience. Ce n'est pas pour rien qu'on est sorti de l'OIA, l'Organisation de l'Unité africaine, pour l'unité africaine. Et aujourd'hui, vous avez vu ce qui s'est passé au Niger, où l'on a mis en place, à partir du Rwanda, ça c'est évident, de Kigali, au Niger, on a renforcé ça, la zone de libre-échange. L'idée, c'est qu'il faut aller dans la perspective de construire un État africain, un État fédéral. Mais ça a coûté la vie à Kadhafi, hein, bien entendu, bien entendu. Mais aujourd'hui, c'est une action collective. Mais qui prendra les risques encore après Kadhafi? Lorsqu'on met en place une zone de libre-échange, c'est tous les pays qui décident. C'est tous les pays. Écoutez, aujourd'hui, le paysage politique, en termes de géopolitique internationale, est en train de changer. Nous ne sommes pas dans une situation d'unipolarité. Nous sommes dans une situation de multipolarité. Il y a plusieurs puissances qui existent à travers le monde. En Amérique latine, vous avez le Brésil, l'Argentine, et en Amérique du Nord, il n'y a pas que les États-Unis aujourd'hui, il y a l'émergence du Canada, il y a le Mexique, et lorsque vous êtes en Europe, il n'y a pas que les pays occidentaux, le noyau, n'est-ce pas, de l'Union européenne, vous avez la Russie, vous avez beaucoup d'autres pays en Europe, et lorsque vous êtes en Asie, vous avez l'Inde, vous avez la Chine. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de la Corée du Sud et de la Malaisie, de l'Indonésie. Ce sont des pays émergents, mais qui visiblement ont une portion de responsabilité dans la dynamique de la politique internationale. Je m'excuse beaucoup. Et donc, nous avons intérêt aujourd'hui, lorsque nous voulons véritablement construire notre boussole et l'animer jusqu'au bout, il y a une marge de manœuvre. Mais le problème, c'est que la sécurité et la défense du territoire national, c'est une responsabilité nationale. Bien entendu. Congolaise. Lorsqu'on veut construire une intelligence collective, lorsqu'on veut construire une action collective, cela n'exclut pas la responsabilité principale de la République. Mais depuis quand le Rwanda doit nous aider pour buter dehors les FDLR, l'Ouganda, les ADF et consorts? Non, il n'y a pas c'est que ça. ridicule quand même, à un certain moment. C'est pas ridicule. Regardez, encore que ce n'est pas le Rwanda qui ont d'autres ont demandé la chose. En fait, c'est le pays de la SADC. Il faut comprendre dans quel contexte le président s'est prononcé. Il était devant le pays de la SADC. Le pays de la SADC, vous avez l'Afrique du Sud, vous avez la Tanzanie, vous avez la Namibie. Il y a eu la structure mise en place par les Nations Unies ici, avec l'usage de drones. Mais il n'y a pas eu d'efficacité avec des Tanzaniens, avec des Botswanais, des Namibiens.
Ça n'a rien produit. Oui, mais c'est comme ça. C'est pas la première fois que nous avons sollicité l'aide. Non, mais c'est pas la première fois, mais c'est question de résolution. Quelle est la mission que l'on assigne justement à tel ou tel groupe? C'est cela. Mais la SADC vient toujours nous aide en aide, mais il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat, mais nous sommes en train véritablement d'échanger. Je vous ai toujours dit que nous sommes la locomotive en Afrique centrale. Je vous ai toujours dit que nous sommes les dindons de la farce, nous sommes à genoux. Mais parce que la carte n'a pas été modifiée. Eh bien, la carte n'a pas été modifiée, mais nos militaires sont en train de prendre conscience. Lorsqu'on était avec le maréchal, eh bien, écoute, le militaire congolais était le modèle référentiel en Afrique. C'est que quelque part, les gens avaient la conscience véritablement de défendre les intérêts de la République. Et alors, avec le Félix Tshisekedi, nous croyons que les militaires congolais doivent être en amont comme en aval. Ils doivent être le centre d'intérêt. Ils doivent être le centre d'action. Aucune offensive. Encore qu'il faut travailler sur la vie. Il faut travailler sur la vie de ces militaires. Mais est-ce qu'attaquer ces groupes armés, c'est déclarer un état de guerre en RDC? Non, mais écoute, les groupes armés, ce sont des bandes armées. Ça relève véritablement des opérations quotidiennes. Mais il faut motiver davantage l'armée. Il faut réorganiser l'armée. Il faut affecter véritablement des moyens, etc. Et c'est le travail qui est en train d'être fait. Aussi. Bien entendu. Bien entendu. Et c'est le sens. En fait, tous les secteurs ont été complètement en déliquescence. Nous sommes en train de reconstruire un État lambeau. Et donc, il faut y mettre un peu plus d'intelligence politique. L'intelligence politique passe effectivement par la réorganisation de l'armée. C'est ce que nous sommes en train véritablement de faire. Mais il faut également travailler en mettant en place des dispositifs qui permettent de collaborer, de coopérer avec des voisins qui, véritablement, aujourd'hui, jouent le rôle des sous-traitants. Le faire, ce n'est pas une faiblesse, bien au contraire, c'est de l'intelligence politique. Vous savez que l'intelligence politique est une nouvelle discipline, au même titre que l'économie, l'intelligence économique, l'intelligence émotionnelle, etc. Ça, ce sont des nouvelles disciplines que nous ne sommes pas habitués, en fait. Nous sommes un peu trop dans les ragots des quartiers, etc. Et qu'on ignore comment on peut reconstruire un pays en utilisant le méthode de non-violence qu'en utilisant des méthodes violentes. Et il a été même démontré, je me rappelle bien de Pittman, qui a fait cette étude. Lorsque, par exemple, on veut engager une guerre contre, ne sais pas, tel ou tel pays, lorsqu'on compare les dividendes obtenus entre la guerre engagée et la coopération réalisée avec véritablement les pays concernés, on a réalisé qu'au niveau de la coopération, il y a des intérêts communautaires. On respecte les dividendes entre les différentes parties prenantes, mais lorsqu'il y a violence, tous les pays qui véritablement sont engagés dans cette direction-là perdent. Vous avez levé l'option de construire des maisons pour des militaires, le plan de les équiper en armement lourd pour faire face. Ce ne sont pas des maisons que vous allez construire qui vont faire face à des groupes armés. Il fallait penser d'abord à l'armement. Équiper nos militaires. Ça va de pair. Nous appelons ça les externalités d'une décision. De la même manière qu'on a besoin de pouvoir avoir une armée équipée, mais il faut aussi assurer la formation de ces militaires-là. Il faut qu'ils puissent justement vivre dans de bonnes conditions. Donc il y a interaction. Nous sommes dans une approche systémique. Donc il ne faut pas construire une dynamique parcellaire. C'est une solution court-termiste. Il faut aller dans la longévité, et la longévité suppose quels sont les éléments qui interagissent dans la vie véritablement du militaire. Et alors maintenant, lorsqu'on tient compte de tout cela, on peut avoir véritablement des solutions. La délocalisation de QG de l'armée, ça a été promis, mais jusqu'à aujourd'hui, on ne sent rien. Comment l'option a été... J'étais à Goma, vous savez. J'étais à Goma. Oui, la ville, j'ai observé, au Nord Kivu. Au Nord Kivu. J'ai observé les nombres militaires qu'il y a là. Lorsque vous descendez, n'est-ce pas, à Béni, lorsque vous regardez le nombre de militaires, et y compris la MONUSCO, ils sont essentiellement nombreux. Mais ça n'empêche pas aux armées de tuer, bien entendu, de massacrer. C'est pourquoi il faut y mettre de l'intelligence militaire. Et ça se construit. Ça se construit autour d'un certain nombre de décisions. Et c'est là véritablement le travail que fait le président. Tout le temps, il est parti. Tout le temps, il tente de rencontrer les différentes protagonistes, etc., pour discuter, pour les séduire, à comprendre que nous sommes dans un processus panafricaniste. Nous sommes en train véritablement de construire les États-Unis d'Afrique. On dit une solution militaire, il faut militaire. Non. Oui. Non. C'est pas toujours ça, mais ça aboutit toujours à une solution. L'Amérique ne négocie pas avec de... Attention, l'Amérique, sur les 244 ans que l'Amérique est indépendante,
Et 241 années de guerre. Et c'est comme ça que les États-Unis sont restés la plus grande puissance. Simplement parce que les guerres leur permettent véritablement d'avoir des ressources. Très bien. Nous n'allons pas bâtir notre politique sur base d'une guerre incessante et récurrente. Nous sommes des Africains. Nous avons été divisés simplement parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont estimé qu'ils étaient d'une race supérieure et qui ont saucissonné l'Afrique sur base d'une carte mal dessinée, avec des personnes qui n'ont jamais été en Afrique. Nous sommes dans un processus de reconstruction, nous sommes dans un processus de recomposition, et nous voulons véritablement que l'Afrique soit unique, et que les Africains comprennent une fois pour toutes que nous sommes forts lorsque nous sommes ensemble. Nous n'allons pas, nous, le Congo, qui est au cœur de l'Afrique, la gâchette du revolver, aller dans le sens de pouvoir construire la déliquescence, j'allais dire la désintégration de l'Afrique. Nous allons travailler, peu importe le temps que ça peut nous prendre, encore que nous puissions affirmer notre leadership à l'Afrique centrale, parce que nous aurons des effets d'amplification sur l'ensemble de l'Afrique. Vous croyez vraiment qu'avec Tshisekedi, avant la fin de son mandat, cette question de l'Est sera réglée? Moi, j'ai envie que vous regardiez les choses à l'inette d'un journaliste professionnel. Il a été à Kigali, et vous avez vu quel type de relation il a construit avec le président rwandais. Moutandis avec le président rwandais. Attention à l'hypocrisie. Il en est de même. Attention, Attention à oui, l'hypocrisie. oui, mais c'est un gars qui est appelé, qui connaît bien l'hypocrisie. Parce que nous avons connu pendant 37 ans d'hypocrisie. Hein, des gens qui donnent, ça s'appelle de l'imposture. C'est un terrain diplomatique, il n'y a rien de rassurant. L'imposture. Mais entre-temps, oui, on y va, c'est une recette, mais entre-temps, on n'est pas... Ils ont poignardé Mouzé le dos. Bien entendu. C'est pourquoi nous ne cherchons pas une seule recette. Nous cherchons plusieurs recettes. Et c'est là justement que je vous ai dit que nous sommes dans une logique systémique. Il y a un système avec différentes composantes, avec ces différentes recettes. Il faut chercher comment construire les interactions entre les différentes recettes que nous sommes en train de chercher. Et aller vers les voisins, aller vers ceux qui sont présumés être nos adversaires. Et justement, ça fait partie des recettes. Écoutez, John, on ne peut pas, on peut tout changer, on ne sait pas changer la géographie, John. Le Rwanda, c'est notre pays, c'est notre voisin. L'Ouganda, pour les 9 pays qui sont avec nous, y compris le pays de la SADC. Écoutez, si nous voulons, nous ne pouvons pas faire un effort pour construire la paix durable. Nous entrons dans une approche court-termiste, parcellaire, où nous ne pouvons que faire la bagarre récurrente. Nos pays souffrent encore de la pauvreté. On a besoin de sortir du frigo qui nous amène véritablement à nous ligaturer autour de la violence pour aller dans le sens des interactions, des passerelles, des synergies gagnantes. Et c'est de cette manière-là qu'on va relever le défi. Et le vrai défi, c'est d'éviter contre la pauvreté. C'était important de consacrer plus ou moins 15 minutes sur cette question sécuritaire, parce que le chef a levé une option et nous pensons qu'on doit maîtriser le rouage de cette proposition. Oui. Mais parlons de la gestion des ambitions. Revenons au Congo maintenant. Avec vous, les acteurs politiques, c'est tout le monde, peut-être vous y compris, vous voulez bien être au gouvernement. Vous voyez comment ça bouillonne au FCC avec l'affaire Bahati. Vous voyez comment ça bouillonne même chez vous, à l'IDPS, entre les uns et les autres, à l'UNC également, partout. Comment gérer les ambitions des uns et des autres sans déstabiliser les institutions, après la publication du gouvernement? C'est très compliqué parce que nous avons fonctionné dans un système où les intérêts individualistes ont primé sur l'intérêt général. Nous avons fonctionné dans un système où on vient aujourd'hui ministre, le lendemain on a une chaîne de télévision sur satellite. Nous avons fonctionné dans un système où on vient aujourd'hui, on était piéton et on arrive aujourd'hui ministre, on a des immeubles partout. Et donc la politique était devenue véritablement un lieu où on peut se taper des richesses, on peut s'enrichir seulement, personne ne vous pose la question. Et donc nous nous sommes retrouvés dans un écosystème politique de pourriture intrinsèque. Aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir quitter cette échelle. Mais il faut un homme. Il faut un homme. Mais qui en fait est en train de nous dire, mais écoutez, on a trop retardé les choses. Et aujourd'hui, la pauvreté a élu domicile dans notre pays. Qu'est-ce qu'il faut? Créer une équipe de professionnels. Et cette équipe doit s'attaquer à la pauvreté. Mais entre-temps, tous ceux qui ont été moulés dans ce système sont en retard véritablement de la nouvelle échelle que nous voulons prendre. Ceux qui pensent que, bon voilà, si on a un gouvernement, on a des ministres, on devient riche, et on devient comme ça fut le cas avec les Mobutistes et les Kabilistes. Et là, ils sont encore là. Ils sont vivants, ils sont acteurs. Et c'est comme ça qu'à un moment donné... Saura-t-il changer cette mentalité? Eh bien, il doit le changer.
Il ne peut pas donner la vie d'échec pour ça. Lorsqu'on est leader, et la force d'un leader, c'est sa capacité. Excusez. Là, je suis dans une approche fondamentalement scientifique. On est leader parce qu'on a la capacité d'influencer, d'impacter ses concitoyens pour les amener vers une direction donnée. Ça s'appelle le leadership. Il doit prêcher par exemple, voilà, lui-même aussi. Bien oui. entendu. Ah bon, lui. Mais justement, quand il fait la régulation, on lui donne telle mouture, il regarde. On lui donne telle mouture, il détermine les critériums. Et pourtant, nous n'avons pas été habitués. Il faut qu'il soit irréprochable. Bien entendu, mais pas irréprochable pour ça. On est humain, on est faillible. Mais quand même que le principe soit brandi, que ce principe soit consolidé. Et ça, c'est le travail que fait actuellement le président Félix Tshisekedi. Ce n'est pas un travail si facile. Nous sommes dans un système où chacun doit jouer sa partition, les journalistes. Ce n'est pas le seul président. Nous le faisons depuis longtemps. Bien entendu. Mais alors maintenant, lorsqu'on croit que c'est le président de la République qui doit changer les gens, attention, nous sommes dans un système où nous avons plusieurs institutions. Chaque institution a une mission. Encore que chacun joue sa partition. Les journalistes, vous êtes là, les médias, etc. Vous avez un rôle. Il faut fouiner partout. Il faut rechercher des infractions, il faut rechercher les cas des comportements qui ne concordent pas avec la dynamique. Vous ne nous écoutez pas, même si on dénonce, même si on... Mais écoutez, quand vous dénoncez et que vous prenez parti par rapport... Combien de fois on a vu des journaux publier des choses, on dit non, tel a détourné. Mais le journal vient démentir simplement parce qu'on lui a donné un peu d'argent pour parler de cette question. C'est ça. Donc, il faudrait qu'à un moment donné, au moment où l'Afrique est en train véritablement de se mettre debout, au moment où tous les présidents africains ont compris qu'ils ont été à la base de la destruction et du retard que connaît l'Afrique, c'est au même moment que tous les Africains, y compris les journalistes, y compris les maraîchers, y compris les agriculteurs, n'importe qui, y compris les artisans, tout le monde, comme un seul homme, puisse dire, payons le droit à la contestation, allons dans la direction de pouvoir changer notre pays. Et si les gens ne comprennent pas ça, et le président n'a qu'une arme, c'est la communication, qui est récurrente, où il s'adresse aux uns et aux autres, y compris les politiques, qui sont dans le débat des quartiers, au lieu d'entamer le débat de prospérité. Oui, mais c'est son impression, bien sûr. Bien entendu. Comment on peut comprendre sous Tshisekedi, le pays soit confondu à un gâteau, et les débats est public. FCC a autant de ministères, cache autant de ministères, nous avons réservé autant de ministères. Les Congo ressemblent à un gâteau, Félix Tshisekedi. Non, il ne faut pas dire que devant le peuple. Tshisekedi. Écoutez. Je m'excuse beaucoup. Oui. Non. Intellectualisons le débat. Allez-y. Lorsqu'on est en France, en 1981, les socialistes, sous la direction de Jacques Chirac, la direction de Mitterrand, François Mitterrand, avaient gagné les élections. Ils avaient la majorité parlementaire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le président de la République, à l'époque c'était François Mitterrand, avait la responsabilité de désigner un Premier ministre. Il a désigné successivement une série de premiers ministres tout au long du mandat. Il fallait faire 5 ans pour qu'on réorganise les élections législatives. Cette fois-là, c'était début 86. Les élections ont été sanctionnées par la victoire d'une autre majorité parlementaire dirigée par Jacques Chirac. Il a mis en place, n'est-ce pas, un gouvernement qui était essentiellement un gouvernement de la droite. Mitterrand, qui avait 7 ans, était là. Et pratiquement, personne n'a dit que c'était une étiquette, même s'il y avait des domaines de collaboration. Mais les débats n'étaient pas publics. Maintenant, personne n'a dit que Mitterrand était sous la houlette de Jacques Chirac. Personne n'a dit que c'est la droite qui était en train de manipuler ou d'instrumentaliser la gauche. Ah non, parce que c'était la Constitution. Nous également, dans notre Constitution, nous avons voulu véritablement que nous puissions aussi, pour gérer la République, au travers d'un gouvernement, qui ait une majorité parlementaire. Et dans cette majorité parlementaire, heureusement, malheureusement, c'est l'FCC qui gagne à la fois les élections au niveau parlementaire, au niveau des provinces, occupe tout l'espace. On fait comment? Le président de la République, Félix Tshisekedi, a gagné à la présidence. Mais il y a la base, parlement, province, au niveau local, qui sont là, ce sont eux. Comment peut-il avoir une marge de manœuvre pour véritablement booster la République? Mais il faut
des négociations. Et ces négociations ont poussé à la coalition. Et alors maintenant, au moins, nous avons gagné quelque chose. Simplement parce que lorsqu'il y a coalition, il n'y a qu'un seul entraîneur. C'est comme si Mazembe apporte ses joueurs, la Renaissance apporte ses joueurs, Bilima apporte ses joueurs, Vert Club apporte ses joueurs, et nous formons le Léopard. Et le seul ce n'est entraîneur, pas différent. je m'excuse beaucoup. Allez-y. Le seul entraîneur, c'est donc Ibengue. Et notre Ibengue sur le plan politique, c'est Félix. Mais la gestion de l'équipe Alors reste... maintenant, parce que les gens étaient déjà habitués à ne considérer la politique comme un butin de guerre. Écoutez, lorsqu'on est véritablement un leader qui voyage dans le temps, il faut savoir scanner l'attitude, le comportement, l'état d'esprit de la classe politique. Si vous n'arrivez pas à photographier cela et vous prenez des décisions stratégiques en dehors de ce comportement collectif, vous risquez véritablement de ne pas faire le Mais pourquoi il a laissé ces débats à être publics, la manière dont les uns et les autres se partagent le butin pour être au gouvernement? Oui, le débat doit être public. Pourquoi c'est public? Oui, mais ce sont les Parce que le affaires. peuple en a besoin. Oui, de bien savoir entendu. tel doit avoir ça. Le peuple attend le gouvernement. Oui, bien Pas entendu. le Attention, partage de attention, responsabilités. attention, on ne peut pas tromper le peuple. Il faut construire la croissance de lucidité de notre peuple. Et il faut que l'information arrive en destination. On ne peut pas se camoufler dans les chambres, c'est pas dans les bureaux climatisés pour prendre un certain nombre de décisions sans que le peuple n'en soit Mais vous connaissez la notion de secret d'État. Vous Attention, gardez attention, encore cette... le secret d'État ont foutu à la merde l'Afrique. C'est cela. Pourquoi parle-t-on de l'intelligence collective? Est-ce que vous connaissez ce que c'est? Il y a une nouvelle théorie, l'approche cybernétique, où le sommet, la base, tantôt c'est le sommet qui devient la base et la base devient le sommet. La circulation de l'information. Parce que c'est notre plantation, parce que c'est notre église, parce que c'est notre village. Il ne faudrait pas que certaines personnes connaissent certaines choses et que d'autres ne connaissent pas. C'est comme ça qu'à un moment donné, même quand on vous pose la question quel est le salaire du président de la République, on a difficile à connaître par le petit paysan. Lorsqu'on dit quel est le salaire du ministre, on a difficile. Et on connaît le salaire du huissier, on connaît le salaire de l'agent du bureau de première classe. Il faut arrêter ça. Et nous voulons véritablement revenir à une nouvelle façon de faire les choses. Et cette nouvelle façon de faire les choses, c'est mettre à la place des informations publiques à la place publique. Beaucoup de divergences vous caractérisent dans votre coalition. Effectivement, vous avez applaudi parce que c'est une avancée pour vous, mais une avancée qui n'apporte aucune solution parce que jusque-là, il n'y a pas encore une attente pour publier ce gouvernement. Et pensez-vous qu'avec cette divergence profonde qui caractérise votre coalition, le Premier ministre doit avoir les risques d'aller se présenter au Parlement pour espérer une investiture? Non, non, le Premier ministre ne peut aller au Parlement que lorsque toutes les divergences sont gérées. La démocratie elle-même, cher John, c'est une gestion des contradictions. C'est un droit au désaccord. Et ces droits au désaccord poussent à ce qu'on puisse harmoniser le vues. On puisse aboutir à un Ce consensus. n'est pas le cas, malheureusement. Ah non, 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 c'est le cas. Le Premier ministre a reçu, n'est-ce pas, des différentes listes. Aujourd'hui, les listes viennent des différentes composantes. C'est déjà un consensus dégagé par rapport à ces composantes. La première a été rejetée. Et alors maintenant, non, ça n'a pas été rejeté. Ah, écoutez, pourquoi? Mais écoutez, ça a été renvoyé. Écoutez, John, Oui. John, le checking relève de la compétence du président. Pourquoi on dit qu'il doit avoir un droit de regard? Et vous voulez avoir un droit de regard en faisant la figuration? Vous voulez qui dans ce gouvernement? Quand vous parlez des nouvelles figures, ça rime en quoi? Non, non, les nouvelles figures, pour moi, ce sont des hommes et des femmes qui ont un profil, qui ont un background, peu importe leur âge, mais qui rassurent et qui sont capables véritablement de relever les défis. Parce que, croyez-moi, ce n'est pas simplement la jeunesse. Notre pays, toutes les générations sont brûlées. Toutes les générations sont brûlées. On a vu des jeunes se comporter comme des vieux. On a vu les vieux se comporter, certains vieux se comporter. Ils sont rares, ça c'est évident, mais on peut pouvoir les retrouver. Et donc, on a besoin, au lieu que ce soit une occasion où les gens viennent pour se partager le butin, mais qu'on puisse véritablement tomber sur des personnes, encore qu'on se pose des questions, qui a fait quoi, et quelles a été ses performances, etc. etc. Bon, toutes ces questions. Comment vous allez découvrir ces eaux rares, là, nouvelles figures? Mais il y a un outil. Il y a un outil fondamental qui est le CV. Vous allez lire le Il y a CV. aussi,
Oui, bien entendu. Sur papier. Mais vous croyez que... Ah, non, non, il y compétence a le qui est sur témoignage. papier. Pourquoi le service d'intelligence existe? Allez recruter dans une université alors. Prenez des docteurs en thèse parce qu'eux, ils ont un profil garni. Non, c'est pas ce profil-là. Parlez de quoi? C'est pas un problème quand on est professeur ou docteur en thèse, c'est qu'on a le profil. Non, Mais non, il faut le il y a- laisser il y a- faire. il y a des professeurs qui sont des abrutis fondationnels. Il faut pas croire. Donnez, combien de professeurs ont fait? Non, il faudrait pas que je m'acharne. Mais avez-vous besoin de CV pour détecter le meilleur? Tout à fait. Nous sommes dans une sorte de recrutement-sélection. Mais les figures sont connues, on peut connaître que Bien entendu, Nobé Yamba, il est bon et on peut le placer l'avantage sans lire son CV. L'avantage du président Tshisekedi, c'est d'avoir été dans la scène politique pendant 37 ans. Il connaît les hommes, il connaît les femmes, il connaît les problèmes, il connaît les comportements des uns et des autres. C'est l'avantage. Peut-être que c'est le premier président de la République qui a maîtrisé les hommes et les femmes et qui visiblement est capable de prendre une décision stratégique sans beaucoup de casse. Et donc, il est là, au-delà de ce qui est écrit, il y a des témoignages, il y a sa propre connaissance, ses propres observations, etc. Et il est capable de dire, ce monsieur peut avoir accès, tel monsieur ne peut pas, parce qu'il y a tel problème. Donc, il faut lui donner l'occasion de pouvoir faire cette appréciation. Mais je ne dis pas qu'il a refusé. Vous savez, à un moment donné, on a déterminé un certain nombre de critères. Le document peut arriver chez le président ou chez le premier ministre, il va faire le checking. Vous ne pouvez pas imaginer lorsqu'on demande 3 personnes, si dans l'hypothèse on donne une seule personne, le président peut dire, mais je ne suis pas d'accord par rapport à ça. Excusez, faites 3 personnes. Deuxième chose, on peut par exemple envoyer une liste où on ne trouve aucune femme. Oh, alors, il peut dire, oui, c'est bon, mais faites un effort pour qu'on construise l'équité en termes de genre. Oh non, toutes les listes, on ne voit même pas, n'est-ce pas, un handicapé physique. Et on va dire, écoutez, non, est-ce que vous ne pouvez pas rectifier? Ce n'est pas renvoyer, ce n'est pas rejeter, mais c'est faire office véritablement de ce qu'on représente en termes du leader qui analyse, qui confronte les propositions par rapport aux principes et qui décide en fonction. On termine par cette question. On vous approche beaucoup dans des négociations avec le FCC. Beaucoup de dictatures pour le cash. Vous voulez toujours avoir un droit de regard sur les listes du FCC, mais sur vos listes, c'est impossible. Non, mais oui. C'est le président de la République qui est président de la République. Mais le FCC a le droit aussi de voir des regards sur vos listes. Non. Mais pourquoi pas? En fonction de quoi? C'est le FCC qui doit décider. C'est le président de la République qui endosse la responsabilité. Non, attention. Ne faisons pas la confusion. Il y a le Premier ministre qui fait un premier checking parce qu'il en a la responsabilité. Il endosse la responsabilité de pouvoir choisir le meilleur d'entre nous. Et le deuxième, et en fin de compte, c'est le président de la République. Et donc, il a le droit de regard pour dire l'équipe que je suis en train de former, cette équipe-là est-elle valable pour gagner le combat? Et le combat, c'est lutter contre Mais pourquoi refuser que sa liste soit aussi checkée de l'autre côté? Qui va checker? C'est le Premier ministre. Mais ce n'est pas l'autorité morale ou les gens du FCC. Quand le président Kabila était président de la République, donc il y avait des gens qui checkaient. Ah, mais non. Mais ils sont détenteurs de la majorité parlementaire qui doit investir votre gouvernement. Oui, mais tout à fait. Mais vous frustrez vos partenaires politiques. Non, on ne frustre pas. C'est ça. Construisons l'ordre. On a fonctionné comme de poissons dans l'eau. On a fonctionné comme si on n'avait pas de principes et de règles de jeu. Mettons quelque chose. Ayons le socle. Un mariage difficile. Ayons la fondation qui construit la culture de respect des règles de jeu. Et ça, il y a des personnes qui ont la responsabilité de construire cette dynamique, dont le président de la République, et qui a un devoir de redevabilité vis-à-vis d'un peuple, et qui constitue véritablement le conducteur de la boussole, et qui a besoin d'avoir des hommes et des femmes qui sont capables de relever le défi. Et donc, il a un droit de regard. Sinon, alors, il aurait décidé qu'il n'y ait pas 42 ministres du côté de FCC. Et il y a 42 ministres. Le cash n'a que 23. C'est lui qui a décidé. Votre mot... Non, je dis qu'il aurait pu décider s'il avait tous les atouts. Il leur a donné cette possibilité de décider parce qu'ils sont majoritaires. 42 ministres. Mais il doit savoir qui vient faire quoi. Parce que celui qui aura un devoir de redevabilité vis-à-vis de notre peuple et que sa vision doit être d'application. Et si on a des troubadours, si on a des profiteurs, si on a des roublards qui viennent véritablement faillir pour rééditer les mêmes exploits, à ce moment-là,
il ne peut pas endosser une histoire, une responsabilité vis-à-vis des générations futures pour rien. Votre mot de conclusion? Non, je voudrais simplement dire que les Congolais doivent s'habituer à de nouvelles façons de faire les choses. C'est vrai qu'on a été pendant tant des ans de dictature perfectionnée, avec un modèle de fonctionnement. On a vécu 22 ans avec l'AFDL et les régimes qui passaient, etc., où c'est la facilité, les raccourcis, l'écartement des règles de jeu, etc. Aujourd'hui, nous avons une alternance que nous avons voulu tous. Bon, c'est Félix Tshisekedi qui arrive, il veut inoculer une nouvelle façon de faire les choses, qu'on lui donne le temps et qu'on s'applique, parce que l'avenir de la République en dépend. Et le Congo, qui est le cœur et dont respire l'Afrique, en dépend. Et je pense qu'en le suivant, on aura fait un bon bonnissement. Et le bon bonnissement suppose la lutte contre la pauvreté. Mesdames et messieurs, je vous dis merci pour l'intérêt accordé à cette émission. Merci à vous, M. Norbert Yamba, d'avoir été le nôtre. Et comme d'habitude, hein, vous avez toujours la même puissance dans la réflexion et l'argumentation. Merci à l'équipe technique qui nous a tenu compagnie ce soir. Jules Tubamba, Freddy Kipimo, Papi Mandeke et de l'autre côté du montage, Gloire. Portez-vous bien, on va vous retrouver le lundi prochain pour un nouveau numéro de votre magazine à l'offensive. Au revoir.